Les océans avaient été capricieux durant ce deuxième voyage qu'entreprit notre capitaine, Lord Corlys Velaryon, jusque dans la mer de Jade. Pour lui, les vagues des eaux turquoises et les cités formidables qui jonchaient ses côtes, comme Kars, Leng et Yiti, n'avaient plus de secrets à divulguer. Son premier voyage l'avait amené jusqu'à l'empire doré de Yiti, lui permettant de remplir ses cales de soies rares, d'or, d'artefacts légendaires, d'ivoire et j'en passe. Mais pour moi, c'était une toute autre histoire. Lord Corlys avait insisté pour n'amener que des vétérans de son premier voyage pour sa seconde expédition. Et mon père, en étant un, avait insisté en retour pour pouvoir m'amener avec lui. Une jeune mousse de 14 ans envoyée aux confins du monde, à Ashaï les Lombres. Une fois que notre navire eut approché l'ésotérique cité, la mer devint calme. Nous devinrent calmes. Nous étions les premiers Westerosi à poser les yeux sur les contrées de l'ombre, et où avons-nous mis les pieds? Les bâtiments et monuments colossaux qui composaient Ashaï sont construits d'une pierre noire à l'aspect dérangeant et graisseux qui boit la lumière du soleil comme celle des torches. Il ne semblait pas y avoir de maison à Ashaï, et la ville était uniquement composée de structures gigantesques et disproportionnées, semblables en taille et en apparence à Fausse Dragon. À vue d'œil, l'enceinte de la ville paraissait suffisamment grande pour y faire tenir Volantis, Kars, Port-Réal et Ville-Vieille, selon un des marins vétérans. Et celle-ci était traversée par un fleuve nommé Cendre, qui luisait d'un vert phosphorescent, descendant des contrées de l'ombre et se jetant dans le détroit de Safran. Les nuages couvrant les monts silencieux qui surplombaient la ville nous permettaient à peine de distinguer le jour de la nuit. Il y avait quelque chose de menaçant à propos de cette cité, comme si l'on était regardé, comme si elle sortait droit des sept enfers. D'ordinaire, être un marin Velaryon était loin d'être une situation à plaindre. De par leur richesse, le Lord Capitaine nous nourrissait bien, presque comme des nobles, et à chaque escale, un lot de plaisir, de vin et de festivités attendait l'équipage. Seulement cette fois, alors que nous accostions à côté d'un navire que le capitaine affirma avec certitude qu'il s'agissait de celui d'Alyssa Farman, le mot d'ordre fut que dès que nous débarquions, tous devaient rester sur leur garde, sa lame à la main. Personne ne nous attendait à l'embarcadère, pas plus que l'on ne semblait avoir remarqué notre arrivée. Nous pénétrâmes alors dans la ville, groupés, une certaine dangerosité dans les yeux et d'une respiration courte. Une figure voilée et masquée est apparue, se dirigeant droit vers nous. Le capitaine lui fit face pour leur dévoiler nos intentions. Mais la silhouette ne s'arrêta guère et traversa notre groupe alors que Lord Corlys nous ordonna de rengainer nos épées, passant à côté de chacun d'entre nous, ses yeux qui eux seuls étaient visibles, nous dévisageant d'un regard glacé, vagabondant de l'un à l'autre d'entre nous, comme si nous n'étions pas vraiment là. Je baissai les yeux pour éviter de croiser les siens. D'autres silhouettes se succédèrent, sans que jamais aucune ne fasse attention à notre présence ou bien ne s'y oppose. Le capitaine ordonna alors que l'on explore la ville. Ashaï était si grande et pourtant si peu peuplée. Des palaces aux dômes et aux coupoles malveillantes étaient inoccupés, et seuls les 7 dieux pouvaient savoir quel était leur réel usage, quelle était leur ancienneté, et comment ceci avait pu être construit par si peu de gens. Du fait des pierres noires, les journées y sont grises et sinistres, les nuits très sombres avec peu de maisons éclairées. Les allées comme les ruelles sont peu fréquentées, et les rares personnes visibles avancent masquées, voilées ou cachées dans un palanquin. Aucun ne semblait s'adresser la parole, et tous paraissaient volontairement muets, refusant de rompre le pain avec nous autres. L'odeur du sang flottait dans l'air, un détail des plus étranges, et qu'il n'y a pas d'enfants ni aucun animal dans toute la cité, peut-être à cause de l'influence du cendre, ou peut-être pour des raisons plus sombres. Le maître à bord nous explique que la réputation d'Ashaï vient avant tout de la relation qu'elle a avec la magie. Elle est connue pour accueillir et laisser libre cours à toutes les pratiques magiques et religieuses, même les plus répréhensibles ailleurs dans le monde. Rien n'y est interdit, qui explique la présence de sorciers magiciens, alchimistes, chantelunes, alchimistes noirs, nécromanciens, aéromans, pyromans, sans-mages, bourreaux, inquisiteurs, empoisonneurs, épouses divines, marcheurs de nuit, métamorphes, adorateurs de la chèvre noire, du lion de la nuit, de l'enfant pâle ou encore prêtre rouge. La religion de R'hllor, qui a gagné la plupart des cités de l'Orient, notamment une grande partie des cités libres où son culte est très influent, venait d'ailleurs apparemment d'Ashaï. Il n'y a pas de roi à Ashaï, ni d'empereur, ni de dieu, personne. Pourtant, partout où nous allions, nous pûmes assister à de sordides rituels où tous ces déviants commettaient des actes des plus atroces sur des sujets vivants afin de laisser cours à leur vile perversité impie. Des
Les esclaves, mutilés, chauves et à la peau rendue grise par les châtiments, ainsi que bariolés de centaines de plaies profondes et à peine cicatrisables, étaient traînés en silence, enchaînés par le cou et parfois démembrés derrière certains sorciers. Certains n'avaient pas l'air vivants, d'autres n'avaient même pas l'air humain. Les chanteurs de sorts, aéromans ou conjurateurs peuvent exercer leur art au grand jour, nous dit un maître Perclin, tandis que les sans-mages et les ensorceleurs d'ombre pratiquent leurs sortilèges durant la nuit. Les ensorceleurs d'ombre originaires d'Ashaï sont réputés être les plus sinistres sorciers de la ville. Étant donné les horreurs auxquelles nous avions déjà assisté, Lord Corlys décréta que nul n'était autorisé à quitter le bateau dans lequel nous résiderons une fois la nuit tombée. Il n'y avait ni auberge, ni bordel, ni taverne à Ashaï. Il ne semblait pas aussi y avoir de marché ou de commerce nous permettant de faire le plein de provisions, ce qui écourterait donc rapidement notre escale avant de reprendre la mer. La nuit approchante, Lord Corlys tenta et réussit à commercer avec l'un des Ashaïs avec l'aide d'une dame rouge nommée Mélisandre qui avait embarqué à Volontis en guise d'interprète. Le sorcier, voilé d'un linceul noir scintillant d'une sorte d'émail, ne parlait pas, ne bougeait pas, n'émettait aucun son, et pourtant, la Dame Rouge était capable, simplement en le regardant, de traduire ce qu'il voulait. Aucune autre plante que la revenante, une herbe empoisonnée qui tue toutes les autres plantes avec lesquelles elle rentre en contact, ne poussant dans la région, les habitants d'Ashaï sont dépendants du commerce pour se nourrir, affirme-t-elle. Ils importent principalement par bateau, mais aussi par caravane, de la nourriture, du vin et de l'eau fraîche, celle du fleuve n'étant pas potable. Ces biens sont échangés contre de l'or, des pierres précieuses ou des éléments mystérieux qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Ils échangent en outre du ver dragon, de l'ambre, du vin et de la soie. La cité est également réputée pour une très rare variété d'améthyste, l'améthyste noire, d'un violet profond et incomparable. Le capitaine échangea cette pierre contre un tiers de nos provisions. C'était alors décidé, cette contrée était maudite des hommes comme des dieux, et de par ce fait, nous repartirons pour Westeros à l'aube. Nous rentrions au bateau, l'équipage et moi-même, bien que je n'avais pas vraiment mon mot à dire en tant que simple mousse, craignant que ces mêmes figures passives puissent se retourner d'un moment à l'autre contre nous et nous faire endurer les abominables souffrances qu'ils infligeaient à leurs esclaves. Nous étions nombreux, une centaine presque, et nous étions forts, armés et hargneux. Eux, cependant, possédaient des pouvoirs imaginablement malsains et inconnus. Des hommes qui avaient vu et infligé la mort un nombre incalculable de fois se pissaient dessus et tremblaient comme des feuilles en arpentant les allées qui menaient jusqu'au port. J'étais la seule mousse dans l'équipage, les autres, plus jeunes, avaient été chargés de garder le navire. À notre retour, le sorcier nous avait suivis pour s'assurer que nous déchargerons bien les provisions promises. Nous le voyions tout le temps immobile, surveillant notre convoi, et pourtant, il apparaissait toujours devant nous, surgissant de rues adjacentes. C'est là que je croisai accidentellement son regard. Il vit quelque chose chez moi qu'il n'avait pas vu chez aucun des autres. Un mouvement brusque, suivi d'un bruit strident, et le sorcier brandissait une lame en direction de ma gorge. Les hommes lui dégainèrent la leur, se ruèrent pour maintenir son bras, et fit voler le poignard de sa main. Le sorcier ne se calma pas, et il n'avait pas peur des hommes et de leurs lames, ainsi qu'il fut percé à multiples reprises sans que rien ne semble lui arriver. C'était comme perforer une ombre. Lord Corlys dégaina son sabre en acier valérien, écume, et le décapita d'un coup net. Paniqué, les hommes jetèrent son corps dans le port et m'amenèrent moi et le capitaine à bord. J'ai vomi tout du long, accablé par le stress. Nous dormions mal cette nuit-là, toujours chamboulés par ce que nous avions vu. C'était comme si nous avions voyagé trop loin et que notre ambition nous avait menés là où nul homme ne devait se trouver. Qu'importe, nous larguons les amarres dès demain. Et en guise de mesure préventive, nous avions à la place jeté l'ancre au milieu de l'estuaire de la Cendre plutôt que sur l'embarcadère du port. Je ne réussis à m'endormir qu'après que le maître m'ait assommé avec une coupe de rhum. J'ai rêvé cette nuit-là d'un Ashaï vert et prospère, aux monuments brillants, sans monstres, sans ghouls et sans sorcières, où les silhouettes toutes vêtues de blanc viendraient nous couronner, moi et les autres mousses, rois, au lever du jour, une épée faite de flammes dans ma main. Soudain, tout a commencé à se déconstruire. Un brouillard jeté, la nuit tombée, et d'un seul coup des dizaines de flashs de hurlements, d'images de mort, de la source de la cendre, d'une cité cadavérique et du cœur de l'ombre. Je me réveillais en sursaut, bien debout et éveillé, non plus dans le confort de mon hamac dans la cale du navire, mais au bon milieu d'une allée d'Ashaï. Un million de brins de confusion envahissaient mon esprit. Comment suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour quitter le navire au bon milieu de la baie? Et surtout, comment allais-je y retourner? Au loin, je pouvais voir les torches et entendre les cris des matelots apeurés, qui appelaient mon nom ainsi que ceux des autres mousses. Mais quand je jetai un coup d'œil à mes pieds, je les vis tous. Morts, démembrés, déchiquetés dans une formation circulaire étrange qui formait une sorte de marque d'un rituel impie.
Il y avait des ensorceleurs d'ombre dans la rue, mais ils ne faisaient que me fixer. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger, incapable d'appeler à l'aide, incapable de penser. Soudain, leur regard d'améthyste se subsidia par la mélodie sinistre d'une cloche massive. Tous les yeux se figea au sommet de la montagne qui dominait la cité. Un brouillard y apparut, avant de déferler sur la ville comme une vague de blizzard. Une certaine précipitation s'empara alors de tous, mages comme matelots. Cette vague était annonciatrice de fléau, mais je ne pouvais toujours pas bouger. La totalité de la grande cité fut enveloppée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et les hommes se mirent à courir pour leur vie, pendant que les sorciers se retirèrent calmement vers l'intérieur, récitant cette fois des incantations de vive voix. Des bruits distants de lames, d'effusions de sang, de chutes et de douleurs se propagèrent avec le brouillard au gré du vent. La mort nous entourait, nous dominait, nous revendiquait. Des grincements, des claquements, des hurlements inhumains se rapprochaient inexorablement. Et plus ils se rapprochaient, plus des hallucinations de plus en plus pernicieuses, de plus en plus viles, de plus en plus macabres envahissaient mon esprit, le détruisant, le martyrisant, le tuant. Dans un excès de folie, j'ai réussi à me rappeler que la cendre se trouvait juste sur ma droite, et alors que je pouvais entendre l'ombre elle-même se moquer de moi, et me maudire plus que je ne l'étais déjà, j'entraîna mes propres jambes et plongea dans le fleuve. Le navire avait déjà levé les voiles, et j'avais déjà été, sans le savoir, offert à l'ombre.